Lahti, 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 Lahti Taktraï. Voici le nom d'une femme qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Nom qui aurait pu être oublié, comme des millions d'autres, comme votre propre nom qui aura disparu des mémoires dans quelques générations, mais nom qui a survécu grâce à une inscription sur une urne conservée au musée du Vieux Château de Laval. Un nom de famille, Taktraï, mais aussi un prénom, Lahti, qui faisait la fierté de cette femme, car il signifiait qu'elle n'était pas une esclave, mais une femme libre. Et un des biens les plus précieux que cette femme a emmené dans l'au-delà, c'est son individualité et son identité, Lahti Taktraï. Ces deux mots si précieux sont figés par l'écrit qui permet de lutter contre la véritable mort, l'oubli. Prononcer ces deux mots à haute voix brise le silence de la mort, attire l'attention des dieux et anime le défunt, l'éveille à nouveau à la mémoire des hommes. La parole, c'est la vie. Et c'est la parole, énoncée à haute voix, qui va nous permettre de faire revivre le souvenir de cette femme et, avec elle, celui de l'Étrurie antique. Ce pays, que peu de voyageurs vont voir, est assez intéressant par sa position et par les vestiges qu'on y voit encore des monuments des Étrusques et du paganisme qui était leur religion. J'entrai ventre à terre dans les catacombes, je les parcourus à l'aide de torches de cire jaune et je reconnus ma poltronnerie dans toute son étendue. Les deux guides qui me précédaient se consultaient sur les endroits à choisir pour marcher dans le souterrain. « N'allons pas par là, disait l'un, car la voûte a tombé il n'y a pas longtemps. Allons donc par ici, disait l'autre. Mais si cette autre voûte allait tomber, disais-je en tremblant à mes deux conducteurs. Eh, cela n'arrive pas toujours, me répondait-il. J'en sortis enfin, Dieu merci, et je me promis bien de ne plus y retourner. Ainsi, Carlo Goldoni a osé pénétrer dans une tombe étrusque. Et, à l'en croire, il en éprouva une des grandes peurs de sa vie. Cet auteur de comédie, professeur d'italien à la cour de Louis XV, participe au XVIIIe siècle à la création de ce que l'on appelle le mystère étrusque. Les Étrusques, et on le notait déjà à l'époque antique, les Étrusques parlent une langue qui ne ressemble absolument à aucune autre. Mystère de la langue étrusque que je dois immédiatement relativiser sur un point précis. Parce qu'on parle fréquemment du déchiffrement de la langue étrusque. Déchiffrement, le terme est, si on le prend dans son sens premier, le terme est inexact. Parce que déchiffrer, ça suppose qu'on n'arrive pas à lire. Or, l'étrusque se lit parfaitement. Bon, ici, vous avez une inscription étrusque, ça se lit Lahti Taktraï, donc ça ne pose aucun problème de lecture. Donc, le problème n'est pas au niveau de la lecture elle-même. Les Étrusques usaient d'un alphabet, un alphabet qu'ils avaient emprunté au grec, et d'ailleurs, alphabet étrusque qui ensuite sera passé au latin. Si bien que l'alphabet que nous utilisons tous les jours, notre alphabet latin, notre écriture latine, est fondé sur l'alphabet étrusque. Les Étrusques, ce peuple aux origines que l'on croit orientales, à la langue que l'on imagine indéchiffrable,
et à la religion considérée comme sulfureuse, a érigé de vastes et impressionnantes nécropoles, des villes pour les morts. Et à l'intérieur des tombes, des objets plus ou moins nombreux, plus ou moins variés et luxueux, selon le statut social et la richesse du défunt. Parmi ces objets, des urnes, qui, avec les plus beaux vases grecs et étrusques, alimentent le marché des antiquités au XIXe siècle, raison pour laquelle 5 urnes sont présentes dans les musées de Bretagne et des Pays de Loire. Pourquoi parler des urnes étrusques ? Aujourd'hui, il y a une raison tout à fait remarquable d'en parler, puisque nous avons cette reconstitution. Nous avons assisté à la soutenance d'une maîtrise sur les urnes étrusques des musées de l'ouest de la France, de ces 5 urnes étrusques qui se trouvent au Mans, qui se trouvent à Laval, qui se trouvent à Rennes et qui se trouvent à Nantes. Et en réalité, ça n'est qu'une petite partie de tout ce qui existe sur l'ensemble du territoire national. Et je suis très heureux qu'il y ait eu un travail fait ici à l'Université de Lorient sur cette question. En réalité, c'est quelque chose qui aurait pu être fait et qui aurait dû être fait depuis longtemps dans pas mal d'endroits, puisque, comme nous le verrons, effectivement, c'est une richesse méconnue qu'on rencontre dans pas mal de régions de France. Ainsi, les Étrusques sont présents non seulement dans notre alphabet, dans notre calendrier, dans quelques mots de notre vocabulaire, mais aussi et surtout dans nos musées. Dans ceux de l'ouest de la France, ce sont les urnes et les vases dont nous avons parlé, mais aussi des statuettes et des fibules en métal qui témoignent d'échanges économiques avec l'Italie bien avant la conquête romaine. Qui sont ces Étrusques ? Eh bien, ce sont les populations, en fait, qui vivent dans un espace compris initialement entre l'Arno, c'est-à-dire le fleuve qui passe à Florence et à Pise, et le Tibre. Entre l'arc compris par le cours du Tibre et celui de l'Arno se trouve le pays initial de la civilisation étrusque. Mais ce n'est qu'une partie du pays étrusque. En effet, il y a eu toute une série d'extensions. Ce fut le cas pour une bonne partie de la plaine du Pô. Ce fut le cas aussi, et d'une manière plus brillante peut-être encore, pour la région de Campanie, c'est-à-dire la région de Naples. Toutes ces régions constituent le domaine étrusque. Elles furent soit totalement, soit partiellement peuplées d'Étrusques. On y parla la langue étrusque. La civilisation étrusque se matérialise pour nous avec l'apparition de l'écriture et celle, concomitante, de l'architecture monumentale à l'aube du 7e siècle. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Il se passe que les populations en question s'enrichissent rapidement à la suite de contacts avec d'autres populations de la Méditerranée. Qu'est-ce qui justifie ces contacts ? Eh bien, c'est la richesse même de leur pays. Richesse qui repose sur 2 sources. La première, l'agriculture, une agriculture céréalière, mais aussi une agriculture de l'olivier, une culture également de la vigne qui va faire de l'Étrurie un grand producteur de vin, un grand exportateur de vin. Ce sont les Étrusques qui ont apporté le vin en Gaule, par exemple, en Gaule méridionale. Cette richesse agricole, elle fait son apparition à partir de l'aube du 7e siècle. Mais ce n'est probablement pas la plus déterminante. La plus déterminante pour les échanges est sans aucun doute la richesse des minerais de fer. Le minerai de fer de l'île d'Elbe, le minerai de fer de la région de Populonia,
le minerai de fer qui est largement exploité dès cette aube de la civilisation étrusque et qui attire toutes les convoitises. N'oublions pas que le fer est une denrée stratégique. Les armes en fer sont recherchées par toutes les puissances de l'époque et en particulier par les cités étrusques, certes, mais aussi par les cités grecques et par les Phéniciens. Grecs et Phéniciens vont donc se lancer à la recherche de ce fer indispensable à leur puissance militaire. Les Étrusques ont su, par quels moyens, nous ne le savons pas, mais garder pour eux la maîtrise de leurs minerais. Et à partir de ce moment-là, entrer en relation commerciale étroite et fructueuse avec Grecs et avec Phéniciens, c'est-à-dire en fait avec les deux cultures les plus développées de la Méditerranée. Et à partir de ce moment-là, c'est une véritable explosion. C'est une véritable explosion, la maîtrise de l'écriture à des fins sans doute d'abord commerciales, la maîtrise de la navigation à des fins commerciales assurément, la maîtrise de la métallurgie qui est attestée par l'archéologie. Tout cela fait de l'Étrurie un pays qui est capital et qui voit confluer toute une série de gens qui s'intéressent de très très près au développement de ces terres. Les collections de nos musées témoignent de l'histoire des cités étrusques, du 7e siècle jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, et de l'évolution des échanges et des courants artistiques. Les beaux vases géométriques de la première moitié du 7e siècle font place aux céramiques corinthiennes et d'imitation corinthienne dans la seconde moitié du 7e siècle et au 6e siècle. Nous sommes à l'époque de la plus grande prospérité de l'Étrurie. La variété des objets découverts dans les tombes représente la meilleure preuve de la richesse et du dynamisme de l'aristocratie toscane. Le 5e siècle prolonge, mais déjà annonce, par la reconnaissance de la montée en puissance de la ville de Rome, annonce toute une série de difficultés. Ces cités étrusques ne parviennent pas à faire cause commune. Elles ne cessent d'entretenir des petits conflits les unes contre les autres. Rome, avec une remarquable habileté, va jouer d'une alliance avec les unes contre les autres, va regrouper ici une coalition pour lutter contre un autre groupe, et finalement, à l'aube du IVe siècle, va s'emparer de la première grande cité étrusque, la plus proche de Rome, la plus menaçante aussi, la plus gênante sur le plan commercial, à savoir Veii. La prise de Veii sonne, je ne dirais pas le glas, mais sonne le début d'une menace permanente de Rome en direction des cités étrusques, et cette menace permanente va se faire sentir tout au long du IVe, du IIIe siècle, et va aboutir en fait à transformer les cités étrusques en deux catégories. Celles qui vont être conquises et dont la terre va être entièrement confisquée, celles du sud, en gros, et puis les cités du nord qui, elles, avec peut-être un peu plus d'habileté, et puis peut-être aussi parce qu'elles sont plus loin de la menace romaine, vont arriver à négocier une sorte d'alliance. Et à ce moment-là, elles deviendront des cités fédérées. Elles vont avoir un contrat d'association avec Rome qui est un traité inégal où Rome bien sûr domine et où elles sont dominées. Et ça va être cela le statut de la plupart des cités d'Étrurie. Cités d'Étrurie qui, sous cette tutelle romaine,